Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette première séance du séminaire international de l'IRES de cette année. Cette première séance se tiendra, enfin vous le voyez, en version hybride, étant donné qu'on n'a pas encore la possibilité d'accueillir beaucoup de monde en salle. La jauge est de 15 personnes. Nous avons donc choisi de garder en public un visio, et en salle, en fait, il y a notamment les chercheurs et les membres de l'IRES. Je l'ai déjà dit, nous allons donc enregistrer cette séance et je peux commencer par présenter les intervenantes d'aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Catherine Sauvia, qui est économiste, chercheur à l'IRES, et qui nous parlera des États-Unis avec une intervention sur le rôle des employeurs et des syndicats dans la construction d'un marché privé du risque santé. Catherine, on va te donner une vingtaine de minutes donc, pour ton intervention, et nous laisserons ensuite la parole à Anne-Laure Boussier, qui est chargée de recherche au CNRS et rattachée au Centre de sociologie des organisations. Et les travaux d'Anne-Laure Boussier, orientés sur la comparaison internationale, portent donc sur la régulation des risques en Europe et sur les politiques de santé aux États-Unis et en Europe. Voilà, donc si vous êtes prêts, si Catherine est prête, je lui laisse la parole. Elle aura un PowerPoint que je pense vous voyez déjà parce qu'elle a partagé son écran. Je vais désactiver mon micro et laisser la parole à Catherine qui est en salle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai changé un petit peu le titre pour être plus direct, le titre de ma présentation par rapport à l'article qui vous a été diffusé. Alors, cette proposition d'article, parce qu'une remarque préliminaire, cette proposition d'article qui doit faire l'objet d'une publication comme chapitre d'un ouvrage collectif à venir. C'est le résultat d'une recherche qui a été financée par l'Agence nationale de la recherche sur un projet qui a été coordonné par l'Université de Rennes, mais auquel l'IRES et le Centre d'économie de Paris-Nord a été associé. Et dans ce cadre, j'ai effectué 2 missions aux États-Unis avec ma collègue Lucia Proberts, où on est allé interroger, disons, les acteurs du système de santé, mais plus précisément les syndicats, les représentants d'employeurs, et puis aussi un certain nombre de compagnies d'assurance, etc. Et donc, on les a interrogés sur leur position par rapport aux dernières grandes réformes de la santé. Voilà. Donc, alors pour comprendre un peu cette problématique, il faut évidemment, il y a un certain nombre de prérequis sur lesquels je vais passer très vite, mais qu'il faut connaître, et en particulier la configuration. Pourquoi ça bouge pas ça? Ça bouge plus sur mon ordinateur. La configuration du système de santé américain, voilà, ça y est. La configuration du système de santé américain, où à travers ce graphique, on peut voir que l'assurance santé via l'emploi reste la forme dominante de la couverture santé aux États-Unis. Donc, vous avez les deux premières barres, c'est le pourcentage assuré non assuré. Ensuite, le pourcentage de personnes assurées via l'assurance privée et via l'assurance publique. Et à l'intérieur de l'assurance privée, les personnes qui sont assurées via l'emploi, vous voyez que les 2/3 environ des Américains sont couverts par une assurance santé privée, donc dont une majorité via l'emploi, 54,4%. C'est une assurance volontaire, hein, les employeurs peuvent choisir qui ils veulent en faire bénéficier, le type de couverture, etc. Donc, première caractéristique.
Alors, deuxième caractéristique de cette assurance santé via l'emploi, c'est qu'en 20 ans, le nombre de personnes assurées via l'emploi a chuté de 18 points de pourcentage. Donc, on voit que cette chute, elle est particulièrement visible au cours de la première décennie des années 2000, hein, qui inclut évidemment la crise financière avec son cortège de licenciements. Et quand on est licencié, on perd sa couverture santé via l'emploi, évidemment, par définition, et que ce pourcentage se stabilise par la suite avec la reprise et une situation quasi de plein emploi, hein, sur les dernières années, en tout cas jusqu'à la crise du Covid. Alors, cette assurance santé privée via l'emploi, un certain nombre d'observateurs, enfin de connaisseurs du système de santé américain, hein, ont bien mis en évidence le caractère accident de l'histoire. Pourquoi? Alors, c'est d'abord, ce système d'assurance santé privée via l'emploi, c'est d'abord un héritage de ce qu'on a appelé le welfare capitalisme, ce que d'autres ont appelé l'entreprise providence, hein, à la différence de l'État-providence, qui a été d'une certaine manière retourné par une législation de 1947 que les syndicalistes appelaient le Slave Labor Act. Hein. Alors, un héritage du welfare capitalisme, pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'employeurs, dans les années 20, enfin avant la grande crise, ont éprouvé le besoin de fournir un certain nombre une protection, un certain nombre de services médicaux à leurs travailleurs, en particulier dans des secteurs où il y avait des accidents du travail, où les gens travaillaient dans des zones très éloignées des grands centres urbains, etc. Et de la même façon, les syndicats, et en particulier les syndicats de métier à l'intérieur de l'AFL à l'époque, considéraient que les travailleurs, les syndicats devaient s'occuper de la protection, de la sécurité économique de leurs membres et ne pas laisser ça, en tout cas, aux employeurs. Alors, en 1947, quand je dis que ça a été retoiletté, et donc, oui, ces caisses qu'ils avaient créées, donc les syndicats, étaient souvent gérées par les syndicats, donc sans intervention de l'employeur. Et en 1947, donc le Taft-Hartley Act remet en cause ce contrôle syndical des caisses financées par les cotisations employeurs et va imposer une gestion paritaire à ces caisses. Alors, ce système de santé privée via l'emploi, il va être renforcé, il va être consolidé après la Seconde Guerre mondiale pour 3 raisons. La première raison, c'est que la négociation collective d'entreprise se développe à partir des années 50. Évidemment, au niveau de la FN, mais aussi au niveau du CIO, hein, qui est l'autre grande organisation syndicale qui fédère les syndicats d'industrie, comme on dit. Donc, développement de la négociation collective, dont par exemple le fameux traité de Détroit entre General Motors et l'UAW, le syndicat de l'automobile, est vraiment le symbole. Deuxième raison pour laquelle le système se développe, c'est une exemption fiscale qui va être accordée aux employeurs et aux travailleurs qui bénéficient de ces couvertures santé, qui va être inscrite dans le Code des impôts en 1954. Et enfin, troisième raison, une législation particulière en 1974, ERISA, c'est Employment Retirement Income Security, c'est ça. Alors, ERISA, à l'époque, c'est une législation qui a pour vocation de sécuriser les retraites complémentaires des travailleurs après la faillite une faillite connue d'une grande entreprise automobile de l'époque, Studebaker, où les travailleurs avaient perdu, à la suite de cette faillite, toutes leurs retraites complémentaires
et leur couverture santé, évidemment. Et donc, ERISA, c'est principalement pour sécuriser les retraites complémentaires. Mais une toute petite section de la loi va s'intéresser à la couverture santé et dire que les employeurs qui choisissent de s'auto-assurer, donc de prendre le risque d'assurance pour leurs travailleurs, vont être exemptés des lois des États. La réglementation des assurances, en général, aux États-Unis, ce sont les États qui la fondent et qui donc imposent un certain nombre de réserves aux compagnies d'assurance d'établir des réserves. Les entreprises aussi doivent payer des taxes, etc. Enfin voilà, les États imposent un certain nombre de choses. Et donc, ERISA va permettre aux entreprises qui choisissent de s'auto-assurer de se soustraire à cette réglementation des États. Et du coup, cette loi va créer véritablement un vide réglementaire pour toutes les entreprises qui s'auto-assurent et qui vont offrir une couverture santé à leurs salariés. Donc, un secteur qui devient très, très peu réglementé. Alors, une chose sur les caractéristiques de ce système d'assurance santé via l'emploi, c'est d'une part que c'est un système instable. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il dépend du dynamisme du marché du travail. C'est-à-dire que quand il y a des licenciements, quand il y a des faillites d'entreprise, les travailleurs perdent leur couverture santé. Et je dirais même dans une bonne conjoncture économique, environ un quart des entreprises changent de compagnie d'assurance, changent la couverture santé de leurs salariés. Donc un système instable. Un système aussi très coûteux, à la fois pour les employeurs, hein, c'est la partie, disons, dans le coût salarial, enfin, pour l'employeur, et en particulier dans le coût qui concerne ce qu'on appelle les compléments du salaire, c'est-à-dire les retraites et la santé, qui sont les deux grosses dimensions, disons, de ce coût. La santé occupe un poids prédominant et c'est surtout un coût qui croît très fortement pour les employeurs. Pour les salariés aussi, c'est un coût, hein, puisqu'ils doivent payer quand même une partie de la prime et ils participent de façon croissante au coût de cette prime d'assurance, qu'ils ont des franchises, des compléments, etc. Et pour les salariés, la chose importante, c'est que ça contraint énormément la croissance des salaires. Hein, c'est un argument qui revient tout le temps. Enfin, troisième caractéristique, c'est un système qui pénalise beaucoup les travailleurs à bas salaire, puisque dans un certain nombre de secteurs à bas salaire, les entreprises choisissent de ne pas assurer certains travailleurs, là où il y a un taux de turnover très important, ou choisissent de les assurer, mais ils sont très mal protégés, hein, avec des couvertures santé de piètre qualité. Donc ça, c'est vraiment les trois caractéristiques de ce système d'assurance via l'emploi. Alors, par rapport à ce système, on a des syndicats qui sont vraiment enchâssés dans la négociation collective, toujours en quête de ce fameux avantage syndical par rapport aux non-syndiqués. Et donc, on a deux configurations, en gros. On a des syndicats de métiers, hein, les anciens syndicats de l'AFL, qui négocient et qui gèrent, comme je vous l'ai dit, paritairement la couverture santé de leurs membres, dans le cadre d'une négociation sectorielle, hein, d'une négociation de branche, entre guillemets, hein, même si son caractère légal n'est pas vraiment pointé dans la fameuse loi Wagner de 1935. Et elle est évidemment limitée à quelques secteurs, donc qui gèrent des caisses de santé interentreprises. Et puis à côté de ça, vous avez des syndicats d'industrie qui négocient la couverture dans un face-à-face de plus en plus conflictuel avec l'employeur. Hein. On voit très bien que
enfin depuis des décennies et ces dernières années également, la négociation de la couverture santé est un objet de conflit dans la négociation collective, très fort. Hein. Mais ces syndicats d'industrie, dans ce cas, n'ont pas, comme les syndicats qui gèrent les caisses interentreprises, n'ont pas de prérogative de gestion. C'est-à-dire, dans les caisses de santé interentreprises, ils négocient évidemment la contribution, le niveau de cotisation, ils pèsent aussi éventuellement sur le choix des compagnies d'assurance, etc. Dans les autres, dans le cas des syndicats d'industrie, ils n'ont pas ces prérogatives. Et puis, dernière remarque, c'est que le coût de la couverture santé est quand même nettement moindre pour les travailleurs syndiqués que ceux qui ne sont pas syndiqués, mais il y a ce trade-off permanent au détriment des salaires, au détriment de la sécurité du travail, un argument qui revient tout le temps dans les discussions quand on était aux États-Unis avec les discussions des syndicats. Et effectivement, ça revient exactement à ce qui s'est passé pendant la guerre. Quand cette incitation fiscale a été mise en place, c'était parce que les salaires étaient gelés et qu'on distribuait des compléments de salaire qui, eux, n'étaient pas soumis à ce gel. Et donc, c'est une situation qui perdure évidemment aujourd'hui. Alors, des employeurs, du côté employeur, on a des employeurs qui sont plutôt partisans du statu quo. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de transférer une partie du coût de la couverture santé sur leurs salariés et ils le font aussi à travers des couvertures santé qu'on appelle la cotisation, j'ai appelé la cotisation définie un peu à l'instar de ce qui se passe à la retraite, c'est-à-dire c'est des couvertures santé où est défini le niveau de cotisation et après à charge pour le salarié de choisir ce qu'il veut avoir comme couverture, etc., comme type de soins. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils sont partisans du statu quo ou de fait, ils observent un statu quo parce qu'il y a des intérêts divergents à l'intérieur des employeurs selon que bien sûr, ils représentent des hôpitaux, les compagnies d'assurance, industrie pharmaceutique, etc., et qu'ils ont intérêt, bien sûr, à ce que développent les soins, l'offre de santé, et les autres qui effectivement subissent ça comme un coût. Et il faut savoir que ces acteurs, ils sont très fortement représentés au sein des organisations patronales, au sein de la Chambre de commerce américaine, etc., et qu'ils ont un pouvoir de lobbying important. Alors, il y a quand même, malgré ça, des signes de contestation du système qu'on voit apparaître à la fois chez les employeurs et chez les syndicats. Chez les employeurs, on sait très bien que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un des acquis que les employeurs, la couverture santé, cherchent à remettre en cause à la table des négociations, tout en proposant parallèlement des contrats d'assurance qui transfèrent le risque sur les salariés, qui sont parfois plus des produits d'épargne que des contrats d'assurance santé. Et puis, il y en a d'autres qui carrément recherchent des solutions en court-circuitant les assureurs directement, en négociant directement avec certains acteurs du système de santé comme l'industrie pharmaceutique pour faire baisser le prix des médicaments ou en créant parfois leur propre réseau de soins. Alors, du côté des syndicats, comme je vous l'ai dit, on peut aussi observer des signes de ce que j'ai appelé des contestations du système. Alors, de ce côté-là, on observe quand même une très grande… L'hétérogénéité, elle est du côté des employeurs, mais elle est aussi du côté des syndicats. On observe une très grande hétérogénéité des positions des syndicats vis-à-vis du système d'assurance privée via l'emploi et de ces réformes possibles vers une assurance universelle. Alors, tous les syndicats, ou la plupart, disons, des syndicats, s'accordent sur le besoin d'une couverture universelle. Mais
cette quasi-unanimité tombe dès lors qu'on va s'interroger sur les moyens de parvenir à cette assurance universelle. Et dans le spectre des solutions vers une assurance universelle, ce que certains ont appelé Medicare for All, c'est-à-dire l'extension d'une couverture, de la couverture publique pour les Américains âgés de 65 ans et plus, qui s'étendra à tout le monde, donc un système de payeurs uniques. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout d'unanimité du point de vue syndical. Donc, on a effectivement une hétérogénéité des positions syndicales. Il n'y a pas de clivage clair entre, par exemple, des syndicats de métier, des syndicats d'industrie, certains étant plus favorables que d'autres, etc. Il n'y a pas de clivage clair du point de vue des syndicats selon qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. Il faudrait que j'aille, que je vous montre. J'ai résumé dans un tableau et ça c'est plus développé que dans mon article parce que j'étais contrainte au niveau de la taille. J'ai résumé les positions des principaux syndicats vis-à-vis d'une assurance universelle et donc on peut classer en gros en 3 groupes. Ceux qui sont partisans vraiment que rien ne bouge, qui sont en général les syndicats de la construction et les Teamsters, le syndicat des transports, qui co-gèrent les caisses de santé interentreprises et qui n'ont pas envie de perdre ces pouvoirs. Ils ont même été critiques par rapport à la réforme de l'Obamacare. Vous avez entre deux des syndicats du secteur public qui sont les très grosses fédérations syndicales. Il y a un tableau après, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer. Ça, c'est vraiment les plus gros syndicats du point de vue du nombre de membres. Vous avez certains syndicats qui ont pourtant des caisses de santé interentreprises, mais qui syndiquant des travailleurs dans des secteurs à bas salaire, justement, se heurtent au problème de l'impossibilité de demander des hausses de salaire tellement la couverture santé leur coûte cher. Et puis, vous avez des syndicats d'industrie, USW et UAW, qui étaient autrefois puissants, mais qui le sont beaucoup moins, en tout cas pour le syndicat de l'automobile, et qui soutiennent au niveau du principe, l'idée d'une couverture universelle, mais qui sont quand même, qui sont pas très actifs, qui considèrent que c'est pas une solution faisable politiquement, et donc qui sont plutôt pour un renforcement de l'Obamacare et qu'en tous les cas, s'il y avait une couverture universelle, il faudra garder un rôle au syndicat pour négocier des choses supplémentaires, etc. Et puis vous avez à la droite, des syndicats qui, eux, sont favorables à Medicare for All, donc la solution la plus radicale, comme je l'ai dit, mais qui sont des syndicats marginaux du point de vue du nombre de membres, mais qui sont, eux, par contre, très, très, très activistes. Donc, les facteurs explicatifs de ces positions, c'est l'engagement des organisations syndicales dans la négociation, justement, l'enchâssement de ces organisations syndicales dans la négociation collective de la couverture santé. C'est aussi le lien avec le Parti démocrate, c'est l'argument de la faisabilité ou de l'infaisabilité politique pour ne pas heurter le Parti démocrate. Et donc, on observe un décalage souvent entre des positions de principe qui sont affirmées, même au niveau de la FL-CIO, dans ses résolutions de congrès récemment, et puis les déclarations contradictoires de certains de leurs dirigeants. Une dernière chose, c'est aussi les divisions en interne dans les grosses fédérations syndicales entre certains locals, certaines sections locales très importantes à l'intérieur du syndicat, qui ont des positions beaucoup plus progressistes que la direction de la centrale. Alors, il faut que je revienne maintenant en avant pour terminer sur les perspectives ouvertes aussi par l'élection de Biden. Donc, ça a été un enjeu central quand même, la couverture santé. Dans la campagne, disons, dans les primaires démocrates et aussi la campagne de Biden, ses propositions comme candidat, c'était on renforce l'Obamacare, on améliore,
Mais à côté de ça, on instaure quand même une option publique. Hein. Cette option publique, elle avait été éliminée de l'Obamacare. Au départ, elle était initialement prévue, mais elle avait été éliminée. Donc, une option publique gérée par le gouvernement fédéral en concurrence avec l'assurance privée qu'on irait chercher sur les marchés, les fameuses bourses d'échange créées par l'Obamacare. Et puis, la troisième proposition, c'était d'étendre la couverture Medicare à de nouveaux soins et d'étendre aussi l'accès de Medicare à des personnes de 60 ans, alors que la limite d'âge, c'est 65 ans. Alors, maintenant que Biden est président, son objectif s'est affirmé comme renforcer l'Obamacare, ce qu'il avait défendu dans sa campagne. Il a adopté dans les plans de relance un certain nombre de mesures qui touchent à cette couverture santé, comme l'extension jusqu'à 2023 du seuil d'éligibilité aux subventions sur les marchés réglementés de l'assurance, c'est-à-dire les bourses d'échange qui ont été créées par l'Obamacare et qui sont subventionnées pour les personnes qui sont entre 100% et 400% du seuil fédéral de pauvreté. Et puis la troisième mesure qui a été prise dans ce plan de relance, c'est l'accès à Medicaid gratuit pour les travailleurs à bas salaire des États qui ont choisi de ne pas étendre Medicaid. Là encore, c'était une mesure d'Obama, mais qui a été retoquée par la Cour suprême. Et il y a des États qui ont choisi de ne pas étendre Medicaid. Bon, il en reste peu, mais il en reste 12. Alors, maintenant, aujourd'hui, il y a un gros plan d'investissement qui est en discussion, qui s'appelle Build Back Better, qui est en attente, enfin qui est en discussion encore au Congrès et dont l'avenir est un peu incertain, qui prévoit 2 mesures: la prolongation jusqu'à 2025 de cette extension du seuil d'éligibilité aux subventions, donc c'était 2023 dans le précédent plan de relance, ça passe à 2025. La négociation du prix des médicaments par Medicare, parce que Medicare, en tant qu'assurance publique, le Congrès a toujours refusé que Medicare puisse négocier le prix des médicaments auprès des compagnies pharmaceutiques. Et le remboursement, qui est inclus dans Build Back Better, mais peut-être que ça sera encore détricoté, puisque c'est en cours de négociation, le remboursement des prothèses auditives, mais en revanche, pas des frais dentaires ni d'optique qui ne sont pas couverts par Medicare. Et donc, pour conclure sur ce système privé via l'emploi et ces formes de contestation, je dirais que le rapport de force entre employeurs et les acteurs du système de santé, les hôpitaux, les compagnies d'assurance, etc., est quand même une entrave aux velléités de changement des employeurs qui sont quand même face à des acteurs très 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 forts politiquement, avec un pouvoir de lobbying très fort. Deuxièmement, les organisations syndicales, ce ne sont pas elles aujourd'hui qui dictent les termes du débat. Ils l'ont fait à un certain moment de l'histoire, jusque dans les années 70. Ils ont été moteurs, en particulier l'UAW, mais l'UAW, qui était un champion de ce qu'on appelle le single payer, il a vu ses effectifs très diminuer et il ne fait plus partie des syndicats très, très, très forts et très puissants. Et donc, les syndicats ne sont plus, ils ne sont pas un élément moteur des politiques de santé et des dernières grandes réformes sociales. Et enfin, pour que Medicare for All, donc la solution la plus radicale, ait des chances d'aboutir, il faudrait un triple contrôle de la Maison-Blanche, de la Chambre des représentants et du Sénat, car les seules périodes aux États-Unis où il y a eu une avancée dans les réformes sociales et dans la réforme de la santé, 1965 avec la création de Medicare, Medicaid, et 2010 avec l'Obamacare, ce sont des périodes qui combinaient ce tiercé gagnant, c'est-à-dire un contrôle du Parti démocrate, de la Maison-Blanche, de la Chambre des représentants et du Sénat. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. Sans attendre, du coup, on va écouter la discussion
Dan-Laure, avant de te redonner la parole pour des réponses. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très éclairante et pour m'avoir demandé de discuter votre papier. Donc j'ai beaucoup apprécié le lire, je l'ai trouvé vraiment intéressant et qui s'attaque à aussi peut-être un aspect du système de santé, le côté syndical qui est souvent laissé de côté, ou le côté des employeurs. C'est pas forcément évident de comprendre de notre point de vue européen pourquoi est-ce que les syndicats ne soutiennent pas davantage une assurance maladie universelle. C'est un petit peu une énigme. Et je dirais d'ailleurs, c'est un petit peu l'énigme fondatrice peut-être, ou votre question de recherche principale dans votre papier, quoi. C'est pourquoi les syndicats américains n'ont pas soutenu une assurance maladie universelle par rapport aux pays européens. Euh, où souvent, finalement, la générosité et le périmètre de la couverture santé et de l'État-providence, c'est lié aux mobilisations sociales, au pouvoir politique des syndicats. Donc, il y a tout un ensemble de littérature un peu historique en économie politique qui montre justement le poids des mobilisations syndicales dans la construction des États-providence et dans la social-démocratie, donc en Europe. Et c'est cette énigme vraiment qui m'a semblé être une entrée importante, quoi, de votre papier. Aux USA, les syndicats, donc, non seulement sont plutôt marginaux, malgré tout, par rapport à certains pays européens, si on se place d'un point de vue comparatif, donc ils sont relativement dominés. On parle souvent des coalitions pro-welfare aux États-Unis au moment de la formation un peu de l'État-providence américain dans les années 30, qui c'était des coalitions de dominés par rapport aux acteurs dominants du système de santé, que sont les médecins, la fameuse American Medical Association, et, après les compagnies d'assurance. Donc là, je renvoie aux travaux de Jill Quadagno là-dessus, qui étaient beaucoup plus dominants en termes de pouvoir d'influence. Donc non seulement il y a une certaine position marginale, et vous le montrez bien, qui est encore plus marginale aujourd'hui, qui finalement a baissé, mais ils ne soutiennent pas une réforme qui met en avant une assurance maladie universelle et préfèrent se concentrer donc sur des négociations collectives et sur l'assurance maladie privée. Donc c'est quelque chose c'est intéressant. Et pourquoi vous expliquez principalement qu'il s'agit donc d'enjeux de pouvoir et que finalement ça arrange personne, ni les employeurs ni les syndicats, qui ait un rôle de l'État très fort, puisque ce serait une manière de marginaliser encore plus le mouvement syndical. Du côté syndical, il va s'agir avant tout donc de préserver leur rôle et leur autonomie dans les négociations collectives avec les entreprises. Donc c'est pour ça que les syndicats vont pas soutenir une assurance publique, quoi, qui les marginaliserait davantage. Et vous montrez bien qu'en dépit donc de ces faiblesses et des faiblesses du système de santé américain, qui est à la fois cher, qui est inégalitaire, en fonction des branches, en fonction des revenus, en fonction de la géographie. Et j'aurais une question là-dessus, je vais y revenir sur la répartition géographique, sur les questions géographiques. Mais le système de santé, le statu quo continue, et je vous cite, car chacune des parties prenantes y trouve son intérêt. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à lire, quoi. Donc, les syndicats, pour ces questions d'affirmation de leur rôle dans la négociation collective, et les employeurs, donc également pour rester un petit peu maître de leur main-d'œuvre ou fidéliser
leur main-d'œuvre en gros et les compétences. Et il y a toute cette idée aussi aux États-Unis. Il me semble que fidéliser sa main-d'œuvre, il y a une sorte de déficit de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est très important aussi pour les entreprises de garder cette main-d'œuvre. Et les fringe benefits, donc l'assurance maladie privée, et d'autres avantages que vous expliquez dans l'article contribuent à cet élément. Il y a aussi donc toute la question fiscale et les avantages que ce système représente, donc qui explique ce statu quo. Donc c'est un statu quo, et vous le montrez bien dans l'article, qui à partir des années 80 est en question, parce que bon, c'est vraiment à partir des années 80 que l'assurance professionnelle commence à chuter, donc à partir aussi du moment où les coûts de santé explosent, que la situation économique et la croissance aux États-Unis se fragilise. Donc dans les années 80, je crois que vous aviez 80% de personnes qui étaient assurées via leur employeur. Vous montrez que ça baisse. 54 aujourd'hui. Ouais. Voilà, 54 aujourd'hui, alors que les coûts de l'assurance maladie augmentent. Et donc, ce statu quo se fissure. Et donc, vous parlez dans l'article d'une hésitation entre loyauté et exit, comme réaction des employeurs. Donc, d'un côté, les employeurs ne veulent pas mettre fin à ce système qui présente des avantages, mais d'un autre côté, ils se mettent à reconstruire leur position sur la question des coûts du système de santé, qui va devenir leur principal cheval de bataille. Donc, ils le font en essayant finalement de jouer un peu sur la qualité des polices, la générosité des polices. Vous parlez des plans cafétéria, des health savings accounts, mais aussi du HMO, parce que petit à petit, ils vont essayer de balancer de transférer leurs assurés de plans un peu plus de meilleure qualité, type PPO, vers des HMO avec des réseaux de soins très limités qui sont pas chers. Donc voilà, c'est comme ça que eux, ils vont reconceptualiser leur intérêt, principalement faire baisser les coûts. Des côtés des syndicats, il y a toujours cette ambivalence, toujours des disparités internes sur le soutien d'une assurance maladie universelle, des disparités aussi entre les secteurs, vous le montrez bien. Mais cette ambivalence, il me semble qu'elle est présente dans le fait que les syndicats vont pas soutenir frontalement des solutions qui attaquent le système de l'assurance maladie professionnelle. Et ils vont continuer finalement à se cibler sur ceux qui en sont exclus. Il me semble que dans le cadre de l'Obamacare, c'est les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie professionnelle, donc soutenir l'obligation individuelle d'assurance et la public option. Et il me semble que, et ça c'est peut-être un point de discussion que j'aimerais avoir avec vous, peut-être que la public option, c'est pas si différent finalement que Medicare ou que l'individual mandate. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'élargir d'une perspective d'assurance maladie universelle, mais au contraire de constituer une petite réparation, un petit patch supplémentaire du système professionnel actuel en ciblant sur les non assurables, ceux qui sont exclus du système professionnel. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûre que la public option soit un préalable ou puisse être compris nécessairement comme ouvrir la porte à une assurance maladie universelle, parce qu'on est encore dans cette répartition good risk, bad risk, si vous voulez, qui a semblé justifier l'action de l'État depuis les années 60. Et donc là, l'État va prendre en charge les exclus du marché privé, les non assurables, mais pas remplacer
le système. Donc, est-ce que on pourrait pas, mais c'est une question un peu provocante, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement la public option va renforcer le système actuel et l'assurance professionnelle au lieu de la remplacer. Voilà. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une clarification des responsabilités? Voilà. Il me semble également que l'ambivalence des syndicats vis-à-vis de l'assurance maladie privée reflète celle du public en général, qui est satisfait de son assurance maladie professionnelle. En tout cas, pour ceux qui sont bien assurés, ils sont très contents de l'être. Et ils ne veulent pas basculer dans une assurance maladie professionnelle. Et est-ce que vous voyez un parallèle peut-être entre certaines des positions des syndicats et l'opinion publique telle qu'elle ressort dans les sondages sur je veux garder mon assurance professionnelle, il ne faut surtout pas changer, ce qui a été un des points d'achoppement de la réforme Clinton dans les années 90, c'était obliger tout le monde et tous ceux qui sont contents de leur assurance professionnelle à changer. Ici, il ne s'agit pas de faire basculer tout le monde, mais seulement ceux qui en sont mécontents et ceux qui en sont exclus. Voilà, donc en tout cas, c'était peut-être ma première ou mes deux premières remarques. Après, j'ai d'autres questions et peut-être suggestions. Donc, il y avait donc d'abord peut-être une suggestion de faire ressortir dès le début l'énigme comparée que j'évoquais au début sur la singularité des positions des syndicats américains par rapport aux syndicats européens. Voilà, juste comme entrée en discussion, je ne sais pas forcément dans quel cadre vous voulez publier ce chapitre, mais ce serait peut-être une petite entrée en matière pour essayer de bien montrer pour le récit. Je vous aurais peut-être aussi recommandé ou suggéré d'aller peut-être dans le détail de certaines des réformes d'assurance maladie envisagées au cours du XXe siècle. Par exemple, dans les années 30 et 40, vous aviez au Congrès une loi qui a été beaucoup, en tout cas qui a fait parler d'elle, c'était la Wagner-Dingell-Murray Bill, qui était une loi qui, si je ne m'abuse, avait été soutenue par ces congressmen qui s'appelaient les laboristes, donc représentants de syndicaux, en tout cas qui étaient élus dans, je crois, le Michigan et les États du Nord très industriels et très syndiqués, et qui étaient fondés sur le principe de l'assurance sociale, des cotisations patronales et des cotisations syndicales. Donc voilà, peut-être rentrer sur pas quelle assurance maladie universelle? Est-ce qu'il s'agirait d'un système à l'anglaise type NHS fondé sur l'impôt ou un système d'assurance sociale? Et dans ces cas-là, est-ce que les syndicats avaient une place particulière dans ces négociations? Donc peut-être que ça pourrait aussi nous aider à comprendre cette énigme des années 30. La période Nixon me semble peut-être aussi intéressante dans les années 70 au niveau des syndicats. Mais là, c'est vraiment une question, puisque je ne connais pas du tout le rôle qu'ont pu avoir les syndicats dans les négociations sous Nixon, puisqu'il a été question de mettre en place un système qui était assez proche des systèmes d'assurance sociale européens à ce moment-là, avec une obligation pour les employeurs d'assurer leurs salariés et de proposer une assurance à but non lucratif. Donc, est-ce que les syndicats avaient un rôle important à ce moment-là? Cette réforme n'a pas marché, donc il y a eu après l'HMO Act.
je crois, et les RISA, ça s'inscrit dans un petit peu comme des pis-aller, alors que cette grande réforme de Nixon qu'il avait négociée avec Ted Kennedy a pas marché. Donc voilà, est-ce qu'il ne s'est pas joué à ce moment-là un moment de négociation avec les syndicats? Donc la réforme Clinton aussi, peut-être vous pouvez juste un petit peu en parler, puisque au début, Clinton avait le soutien des employeurs, pas trop des syndicats, puisque dans la réforme Clinton, je ne sais pas trop des syndicats. Je pense que les syndicats étaient assez méfiants par rapport à la réforme Clinton, non parce qu'il s'agissait d'une réforme qui aurait enlevé leur pouvoir, mais davantage parce que Clinton soutenait le managed care, la réforme Clinton. Et notamment donc des formules de police de bien moindre qualité. Donc, vous parlez du managed care backlash dans votre article à un moment. Donc, ça s'inscrit à ce moment-là et une méfiance envers des formes d'assurance. Donc, pour le coup, la réforme Clinton était d'abord soutenue par les employeurs, pas par les petites et moyennes entreprises, mais les employeurs, la Chambre du commerce, au début, soutenait cette réforme. Et puis, après, comme Clinton a voulu mettre une obligation d'assurance, les petites et moyennes entreprises ont... le NFIB ont fait une campagne et donc ont tourné un petit peu tout le monde et après tout le monde était contre Clinton. Mais au début, en tout cas sur la question des coûts, les entreprises soutenaient Clinton et soutenaient le HMO et Clinton le savait et l'avait mis aussi pour s'assurer leur soutien. Donc voilà, Obama a fait le choix de l'individual mandate pour justement contourner ce problème des entreprises et de l'employer mandate, de l'obligation aux employeurs, qui était un point d'achoppement, un point de conflit important. Donc voilà, cette remarque, c'était peut-être l'idée de parler de quelques-unes de ces moments clés, de ces réformes clés dans les négociations. Mais je ne sais pas si ça entre dans le contexte de votre publication. Également, quelque chose qui m'a peut-être un petit peu manqué dans le papier, mais que vous avez évoqué dans la présentation et que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est ce panorama un peu plus détaillé des syndicats et de leur position. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de très instructif et très éclairant. Et donc, j'avais des questions là-dessus pour que l'on en ait un petit peu les contours, puisque dans votre conclusion, vous évoquez les taux de syndicalisation, mais c'est quelque chose peut-être que j'aurais aimé trouver dès le début parce que je suis assez novice sur la complexité des syndicats et du coup, je me disais, oui, mais combien, quand, où je me posais la question des disparités selon les secteurs que vous évoquez rapidement, que peut-être j'aurais aimé avoir peut-être quelque chose d'un peu plus systématique, peut-être un tableau ou peut-être un paragraphe en plus, notamment les secteurs des services et les secteurs vous parlez des petits commerces, en gros, des secteurs très peu syndiqués qui d'ailleurs proposent très peu d'assurance maladie à leurs salariés. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est une question aussi. Est-ce que plus on est syndiqué, bien sûr, hein, mais plus les syndicats sont forts, plus il y a de chances d'avoir des couvertures santé de bonne qualité. Mais c'est juste faire un petit point là-dessus. Donc, les nouveaux secteurs, les secteurs des services, oui. Je me posais aussi la question des différences géographiques. Et là, ça renvoie aux différences nord-sud, avec les syndicats complètement inexistants dans le sud. Le sud, qui étaient des États très conservateurs, également qui pratiquent la ségrégation raciale. Il y a la question raciale derrière. Il y a la question, c'est des États aussi plus pauvres, moins industrialisés, très inégalitaires et qui dominent au Congrès.
Bon, moi-même, dans mes propres travaux sur le congrès, j'en ai beaucoup parlé. Voilà, comment, quelle disparité, quelles sont ces différences géographiques et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, voilà, d'important pour comprendre les difficultés du mouvement syndical, cette espèce de clivage territorial. Voilà. Pareil, évolution dans le temps. Est-ce que vous voyez des grandes différences dans le temps sur ces différents syndicats ou secteurs syndiqués? Et dans votre présentation, vous avez évoqué rapidement les rapports de force au sein des instances dirigeantes des syndicats, peut-être, de la FLCIO. Est-ce que vous auriez davantage d'éléments sur les rapports de force entre les différents syndicats? Et est-ce que certains, enfin, vous l'avez montré dans votre tableau, certains sont porteurs d'une vision, donc est-ce que l'un devient dominant et parvient à imposer sa vision à l'ensemble, ou est-ce qu'on reste dans de l'éclatement et c'est un éclatement majeur, quoi. Voilà, de façon liée, est-ce que la baisse de la qualité de la générosité des polices est plus ou moins, à partir des années 80, 90, 2000, est plus ou moins marquée dans les zones géographiques ou dans les secteurs d'activité où les taux de syndicalisation sont plus ou moins importants? Est-ce que ces disparités ont augmenté? Donc voilà, c'était peut-être vous demander ou vous suggérer de peut-être davantage nous présenter ces syndicats et leur vie interne et leur soutien, leur position, parce que c'est une histoire que personnellement je ne connais pas du tout et je suis très curieuse de connaître. Autre point, au moment du passage de l'Affordable Care Act, il y a eu un débat très important sur est-ce que l'ACA signe la fin du système des Employer-Based Health Insurance. Donc, il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis. Il y a un gros débat. Donc, finalement, non, vous l'avez dit, ça a continué. Je crois que ça a même peut-être un tout petit peu augmenté ces dernières années. Et du coup, peut-être présenter ce débat, ça semblait peut-être quelque chose d'important à rajouter. Donc voilà, pourquoi est-ce que l'ACA aurait signé la fin du débat, non, de l'assurance maladie professionnelle, et pourquoi est-ce que ça ne l'a pas fait? Il me semble qu'il y a une des explications, c'est dans la répartition des risques, des bas de risques et des good risques, et que finalement ce que l'État va prendre en charge, c'est pas forcément les personnes bien employées qui ont un bon salaire dans une entreprise, mais c'est plutôt les non assurés, et que finalement et je vous dis, c'était ma question principale, finalement avec la public option, on est peut-être encore là, mais c'est une hypothèse. En tout cas, c'est une question ouverte. Et une autre remarque. Qui était, je pense, l'avoir lu dans le livre de Starr sur The Social History of Medicine, qui parle beaucoup de Kaiser Permanente. Et ça, c'est peut-être pour le début de votre papier, comme forme d'assurance, donc de l'entreprise Kaiser qui travaille avec un médecin et qui est un peu à l'origine du prepayment. Et donc, je me demandais si ça valait pas le coup de glisser certaines petites références à ce mouvement un peu du paternalisme, comme vous l'avez dit, mais bon, l'histoire de Kaiser Permanente est assez fascinante aussi. Mais bon, voilà.
Voilà. Et juste dernier point, parce que je vais m'arrêter là. J'ai pas forcément très bien compris ce que vous vouliez dire lorsque vous mentionniez ERISA. Donc la baisse de la réglementation, mais il me semblait que ERISA était principalement, du coup, que cette auto-assurance de ERISA, c'était principalement pour les grandes entreprises. Donc les entreprises qui finalement offraient déjà des bénéfices importants donc voilà, quel est l'impact pour qui? Est-ce que les PME, de toute façon, ne sont pas du tout inclus dans le dispositif? Donc voilà, je n'ai pas forcément peut-être clarifié ce point qui m'a pas semblé forcément très clair, mais bon, voilà, encore une fois, je vous redis que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet article et le sujet qui m'a semblé très important à traiter. Voilà. Je vous remercie. Merci Anne-Laure. Je laisse à nouveau la parole à Catherine pour rebondir, répondre à ces questions. Une dizaine de minutes, comme ça après, on va faire intervenir la salle aussi. Il y a un petit point. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette lecture très, très serrée, vue aussi avec vos lunettes de politiste. Qui ne sont pas mon prisme à moi, qui suis économiste et qui m'intéresse aux États-Unis de façon un peu marginale en même temps et au système de santé américain. Et que ces deux missions m'ont permis donc en tout cas ces deux missions m'ont permis de renforcer mes connaissances des arcades du système de santé américain et d'assurance santé qui est quand même extrêmement compliqué. Voilà. Donc, par rapport à vos questions, alors, la question principale, c'est effectivement, au fond, est-ce que cette public option ne serait pas une manière de prolonger le système actuel, c'est-à-dire un système d'assurance santé via l'emploi et pour lequel on va permettre à des travailleurs ou à des personnes qui échappent à cette couverture de bénéficier de cette public option, etc. Et aussi la position des syndicats là-dessus. Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'en général, les syndicats américains qui ont tous plus ou moins donné leur appui à la réforme de l'Obamacare, même s'ils ont bien sûr énoncé un certain nombre de critiques, et en particulier, vous les connaissez sans doute, cette fameuse taxe Cadillac qui, dans l'Obamacare, a été imposée aux syndicats parce que j'ai bien compris que Obama a convoqué c'est Trumka, oui, qui était déjà président à l'époque, pour lui faire passer la pilule. C'est-à-dire la taxe Cadillac, c'est une taxe qui impose les couvertures santé généreuses. Mais les couvertures santé généreuses, c'est ce que les syndicats parviennent à négocier. Donc, ils n'ont pas été du tout contents avec la taxe Cadillac. Et puis aussi, une deuxième chose, c'est que par exemple, tous les syndicats qui gèrent les caisses interentreprises, là, ils ont pas aimé du tout le fait que les travailleurs de ces caisses soient pas éligibles aux subventions qui étaient offertes par l'Obamacare. Mais à part ça, je dirais que pour les syndicats, l'Obamacare, c'est pas une réforme très importante en même temps, puisque ça ne les touche pas.
ça ne touche pas, l'Obamacare n'a pas touché au système, il l'a laissé en place, n'a pas touché au système d'assurance santé via l'emploi. Il a essayé de répondre aux problèmes des personnes qui étaient non assurées parce qu'au chômage, parce que mises en pré-retraite par les entreprises, parce que travailleurs indépendants, etc. Donc, d'une certaine manière, les syndicats ont appuyé l'Obamacare, mais ils n'ont pas jeté toute leur force dans la bagarre pour faire approuver l'Obamacare. Donc, oui, vous avez raison de dire que d'une certaine manière, la public option, ça va pas faire bouger le système, mais encore une fois, les syndicats, c'est pas trop leur problème. Les syndicats, leur problème, c'est d'attirer des travailleurs et pour ça, de leur promettre des salaires plus importants que ceux qui sont pas syndiqués, une couverture santé meilleure, des retraites complémentaires meilleures, etc. Mais au fond, la public option pour des gens qui échappent justement au système via l'emploi, c'est pas trop leur problème, je dirais. C'est pas quelque chose qu'ils ont forcément soutenu, etc. parce que ils y ont pas énormément d'intérêt. Voilà pour cette raison. Donc oui, ça va pas faire bouger le système, mais en même temps, les syndicats, ils sont pas très impliqués là-dedans, puisque encore une fois, l'Obamacare, c'est quelque chose c'est une réforme qui a laissé les choses en place, et en particulier le système d'assurance santé via l'emploi. Alors, la deuxième question, c'était est-ce que les arguments des syndicalistes, c'est on veut garder effectivement notre couverture santé parce que c'est une couverture santé très généreuse par rapport à ceux qui ne sont pas syndiqués. Et ça rejoint l'opinion publique, c'est vrai. Ça s'est posé aussi pendant l'Obamacare, puisque Obama avait dit vous garderez votre assurance santé, et puis ça a été assez compliqué dans l'application de la loi, etc. Donc, oui, et je dirais que c'est vrai que c'est un argument fort pour un certain nombre de syndicats donc en défaveur de la couverture santé universelle, certainement. Mais les positions syndicales ont évolué. Enfin, quand on regarde, par exemple, vous parliez d'histoire, je vais revenir sur les questions sur l'histoire, mais des grandes réformes de la santé, etc. Mais quand on regarde l'évolution d'un syndicat comme le syndicat de l'automobile, qui était quand même parmi les syndicats d'industrie très forts dans les années 50, dans les années 60 et disons jusqu'aux années 70. Eh bien, même si l'UAW avait intérêt à défendre le système d'assurance santé via l'emploi, parce que de ce point de vue-là, quand même, il faut dire que les travailleurs de l'industrie automobile sont parmi les mieux couverts. Il y a eu une grève à la dernière renouvellement de la convention collective de GM, mais ils participent quasiment pas à la prime. Ils ont des franchises et des co-paiements très peu élevés, etc. Donc, ils ont une couverture santé vraiment très… Et donc, ils ont toujours négocié ça au cours de leur histoire. Mais pour autant, dans les années 70, l'UAW était leader dans l'appel à un système de single payer c'était Walter Reuther, le grand dirigeant syndical de l'UAW à l'époque, qui avait créé ce qu'on appelle comité national, c'était comment je me souviens plus, pour une assurance universelle, et qui a beaucoup œuvré à l'intérieur de la FLCIO pour faire passer cette idée. Et puis c'est une idée qui s'est un peu émoussée, ainsi que les efforts de l'UAW à partir des années 80, mais qui correspond pour l'industrie automobile à une période où les constructeurs japonais arrivent, où il y a des problèmes de mise en concurrence et où le fait d'être syndiqué, ça coûte plus cher aux employeurs, etc. Donc je dirais que les positions évoluent, mais c'est vrai que c'est un argument très fort qu'on rencontre encore aujourd'hui
même pour des syndicats qui ont bougé leur position pour passer à une assurance santé universelle, et on l'a vu très bien lors de la campagne, des campagnes avant les élections, lors des campagnes des primaires, Bernie Sanders s'est rendu au Nevada. Au Nevada, il y a un syndicat qui est très fort, très bien implanté, qui s'appelle le Culinary Workers Union, qui est un syndicat qui défend tous les travailleurs des casinos, des hôtels-restaurants, etc., à Las Vegas, en gros. Et donc, ils sont très forts. C'est un syndicat dont les membres sont beaucoup d'origine hispanique, immigrés, etc., très activistes, et ils sont parvenus à négocier une couverture santé très bonne pour des secteurs quand même à bas salaire, si vous voulez. On a rencontré en Californie un représentant de Hair, parce que le Culinary, il se trouve qu'il est affilié au syndicat Hair, qui est le syndicat des travailleurs de l'hôtellerie, etc. Ce syndicat nous a expliqué pourquoi ils étaient aujourd'hui pour une couverture universelle, parce qu'ils ont tellement, ça coûte tellement cher le coût de la couverture santé pour les employeurs de l'hôtellerie qu'ils n'arrivent même plus à syndiquer parce que les hôtels qui ne sont pas syndiqués, ils sont dans une position compétitive très favorable par rapport aux hôtels syndiqués. Et ça pose des problèmes aux syndicats. Et donc, eux, ils ont bougé et ils sont maintenant pour une couverture universelle pour cette raison-là. Mais à l'intérieur de ce syndicat, vous avez ce Culinary Workers Union qui est très opposé à ça. Et quand Bernie Sanders est venu au Nevada, mais il s'est fait, il n'a pas été bien reçu parce que la proposition de Medicare for All, ça ne convient pas du tout à ces gens-là. Donc c'est compliqué parce que même à l'intérieur des syndicats, il y a des grosses divisions en interne. Après, ça dépend du rapport de force de ce qu'on appelle les locals, les sections locales, à l'intérieur de leur syndicat, si vous voulez. Par exemple, le SEIU, on a aussi rencontré des gens du SEIU, c'était 1199, qui est une section new-yorkaise, mais qui s'est étendue dans plusieurs États, de gens qui, à l'intérieur du SEIU, sont syndics des travailleurs des hôpitaux, etc. Donc, c'est un local très important et qui donne de la voix à l'intérieur du SEIU et qui a fait aussi progresser le SEIU parce que John Sweeney, il n'était pas pour la couverture universelle quand il n'était pas du tout pour la couverture universelle quand il a pris la tête de la FLCIO, etc. Parce que de toute façon, il considérait que c'était une solution infaisable politiquement et que lui, il cherchait des solutions avec les employeurs, etc. Donc, on voit que c'est très compliqué. Pour répondre à vos questions, à l'idée que ça soit intéressant de voir comment les projets de réforme de la santé, puisqu'il y en a qui n'ont pas abouti, dans l'histoire, la position des syndicats. Oui, mais je laisserai ça à la politiste que vous êtes. Mais je pense que c'est très intéressant qu'il faudrait faire à l'histoire. Mais si vous voulez, on avait dans l'idée de voir un petit peu dans les réformes les plus récentes. Mais quand vous allez interviewer, il y a eu peu d'ouvrages là-dessus. Il y a eu peu d'ouvrages là-dessus. C'est pourtant une question qui me paraît très intéressante. Et quand vous allez interviewer des gens aux États-Unis, ils ont très peu de mémoire. On les a interrogés sur la réforme Clinton, la position des syndicats. Mais ils ont très peu de mémoire ils ont très peu de mémoire, en fait. Et donc, ils ont été capables de dire des choses sur l'ACA, sur l'Obamacare, mais sur la réforme Clinton. Et donc, faut aller voir chez les historiens qui ont travaillé là-dessus. Bon, j'ai lu des choses, mais c'est vrai que c'était pas l'objet principal. En plus, moi, j'étais contrainte pour ce chapitre, donc c'était pas du tout l'objet principal. Mais il faudrait le faire, et donc je vous invite à creuser cette question, ou à ce qu'on le fasse ensemble éventuellement. Alors, ce qui vous a manqué, effectivement, ce sont les positions des organisations syndicales.
Alors, j'avais fait un, mais je ne vais pas le remettre là, mais c'est vrai qu'il faudra avoir aussi une image des forces syndicales en présence. Si vous voulez, j'avais fait un tableau des 15 premiers syndicats américains en 2020 selon le nombre de membres, et on voit, si vous voulez, les grosses sections syndicales, c'est-à-dire ceux qui ont du pouvoir à l'intérieur de la AFL-CIO, c'est des syndicats du secteur public. C'est AFT, les teachers, c'est AFSCME, les syndicats des collectivités locales, etc., qui ont, eux, leur propre système. C'est encore un autre système, la couverture santé. Parfois, il leur arrive même d'avoir des prérogatives de gestion sur leur couverture santé. Enfin, j'ai pas trop investigué, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, vous avez les grands syndicats du privé. Et parmi les grands syndicats du privé, le premier, c'est le SEIU, mais qui, comme vous le savez, n'est pas à la FL-CIO, mais à Change to Win. Bon, ce qui n'a pas beaucoup d'importance d'une certaine manière, parce qu'ils travaillent quand même ensemble. Et qui est… Le SEIU, il est… ça fait partie de ces syndicats que j'ai mis entre deux. Hein. Il est tiraillé parce que comme je vous ai dit, le SEIU 1199 est très impliqué. On les a rencontrés, hein, ils ont dit, mais oui, peut-être on perdrait un peu parce qu'on a réussi à négocier avec les hôpitaux, etc., des bonnes couvertures santé pour nos membres, mais quand même, aujourd'hui, c'est voilà. Donc, dans les services, si vous voulez, je pense que le clivage important, c'est travailleurs à bas salaire, c'est les secteurs des travailleurs à bas salaire et les autres. Parce que pour les travailleurs à bas salaire, encore une fois, quand ils arrivent à négocier des couvertures, c'est vraiment au détriment des salaires. Vraiment au détriment des salaires. Alors, sur les différences géographiques, oui, il y a des différences géographiques du point de vue de l'implantation des syndicats, évidemment, aux États-Unis. Est-ce que c'est important pour comprendre les difficultés du mouvement syndical ? Oui, la législation ne les favorise pas. Vous avez ces États right to work, hein, où les États peuvent choisir, que les syndicats ne versent pas une partie que les membres syndiqués ne versent pas une partie de la cotisation syndicale à leur syndicat, etc., ce qui les fragilise financièrement. Donc, c'est important. Et ces right to work states, ils sont bien sûr localisés principalement dans le sud des États-Unis. Donc, j'ai évoqué le rapport de force entre les différents syndicats à l'intérieur de la FL-CIO. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des gros. Alors, le SEIU, il y est pas, mais c'est vrai que c'est des grosses centrales qui ont aujourd'hui plus de pouvoir, si vous voulez. Et les syndicats de métier sont quand même très influents. Tous les syndicats de métier, les métiers de la construction, etc., qui sont très influents, qui ont leur propre lobby pour vraiment s'opposer à l'assurance santé universelle, et qui ne manquent pas de faire valoir leurs intérêts quand il y a un risque. Qu'est-ce que je… Au passage de la carte débat sur la disparition. Oui. Oui, alors sur l'adoption de l'Obamacare et le débat sur la disparition du système de santé via l'emploi, effectivement, il n'y a pas eu. On aurait pu penser que certains employeurs qui assurent leurs salariés auraient choisi de partir sur les marchés réglementés de l'Obamacare parce qu'il y a des subventions et parce que ça leur aurait coûté moins cher. Mais ils ne l'ont pas fait. Effectivement, il n'y a pas eu d'exode du tout. Tous les gens qu'on a rencontrés, puis même dans les stades qu'on peut voir, etc., ça n'a pas été fait. Je pense que effectivement, ce que vous évoquiez sur la distinction entre les bons risques, les mauvais risques est quand même un élément important là-dedans, mais aussi
pour les employeurs, enfin, c'est toujours l'idée quand même qu'un système via l'emploi, ça permet d'attirer et de sélectionner sa main-d'œuvre, hein, comme vous le disiez, et en particulier, par exemple, pour tous les syndicats de métiers, hein, qui sont plutôt, qui syndiquent des ouvriers qualifiés, c'est très important, si vous voulez. C'est une dimension très importante. Kaiser Permanente, alors on les a rencontrés, oui, c'est une histoire très intéressante puisque Kaiser, justement, c'est lui qui a développé la première forme, enfin, de couverture prépayée, parce que précisément, il était dans des secteurs où, alors je sais plus parce que après il a bifurqué vers les chantiers navals, mais avant ça, il était je crois peut-être dans les mines, etc. Enfin, en tout cas, il avait une activité où il y avait des accidents du travail importants et il fallait trouver une solution parce qu'en plus, c'était dans des lieux éloignés, etc. Et il fallait trouver une solution pour soigner les gens, sinon il n'aurait pas eu la main-d'œuvre dont il aurait eu besoin, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un système qui s'est développé en Californie et qui est resté quasiment en Californie. C'est-à-dire que c'est un système qui ne s'est étendu ailleurs, qui ne s'est pas étendu. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup de matériel, mais j'ai pas eu le temps d'exploiter là-dessus. Mais voilà. Mais c'est quand même une expérience très intéressante. Et en Californie, c'est sûr que Kaiser offre une couverture santé très, très bonne. Et enfin, dernière question, ERISA. ERISA, c'est effectivement ça permet aux entreprises qui choisissent de s'auto-assurer, c'est-à-dire les grandes entreprises en effet, mais aussi toutes les caisses interentreprises qui sont gérées par les syndicats, c'est en général, ils sont auto-assurés, si vous voulez. Hein. Alors, ça permet à ces entreprises qui ont aussi ont des implantations un peu partout aux États-Unis, si vous voulez, de négocier des conventions collectives sur l'ensemble du territoire sans être gênés par les législations des États qui imposeraient dans tel État telle prime sur les assurances, tel contenu, parce que les États, ils peuvent aller jusqu'à imposer le contenu des couvertures santé. Par exemple, l'État de New York, avant l'Obamacare, dans l'État de New York, un assureur, une compagnie d'assurance ne pouvait pas refuser quelqu'un pour des antécédents médicaux parce que l'État de New York en avait décidé ainsi, etc. Donc, si vous voulez, ça permet aux grandes entreprises qui sont assez riches pour s'auto-assurer, parce que quand on s'auto-assure, ça veut dire qu'on prend le risque de l'assurance et on va payer une réassurance pour quand même être assuré jusqu'à un certain niveau de dépenses de santé. Donc, les grandes entreprises l'ont fait, pas les PME, parce que justement, elles ne sont pas assez riches et elles délaissent, si vous voulez, à la compagnie d'assurance le soin de gérer la couverture santé, mais de prendre aussi le risque de l'assurance. Donc, ça a créé un vide réglementaire, si vous voulez, parce que de fait, les couvertures santé de ces grandes entreprises, elles laissent une très grande marge de manœuvre aux employeurs pour décider du contenu de la couverture, etc. Enfin, voilà, parce que c'est pas du tout soumis à la législation des États. Voilà, donc j'espère que j'ai à peu près répondu à vos questions, mais je serais très heureuse. Oui, moi aussi, mais vous avez vraiment énormément de terrain, c'est d'une richesse incroyable. Hein, je suis très curieuse aussi de lire vos travaux. En tout cas, merci beaucoup. Hein.